Tout d'abord, exactement, je suis allemand qui a la chance de travailler ici en France. Et pour moi, c'est une obligation totale de m'occuper de cet événement-là pour constater encore une fois et clairement jamais plus de guerre entre les deux pays, hein, entre la France et l'Allemagne. Ça, c'est extrêmement important. Je trouve aussi très intéressant que dans mon éducation allemande, la Grande Guerre n'a pas la même réception qu'ici en France. Bien sûr, parce qu'ici en France, on retrouve partout les grands champs de bataille affreux. Hein. En Allemagne, il n'y avait rien. Rien n'était touché. C'était juste, on a juste eu moins d'hommes. Mais en fait, tout ce qui se passait était ici ou était voilà, en Belgique, mais à l'extérieur, entre guillemets, ici. Et pour moi, comme étranger qui travaillait ici en France, j'ai découvert petit à petit, pendant les dernières années, l'importance et le poids encore lourd de cette grande guerre qui était une des plus grandes premières catastrophes du XXe siècle. Ça, tout d'abord, bien sûr, je suis musicien et je cherche toujours un lien avec l'Orchestre symphonique d'Orléans à la musique. Et là, la Grande Guerre était plutôt une guerre du son. Ça commence avec les sifflements des grenades, par exemple. Et il y avait toute une éducation, comment écouter pour se protéger des grenades qui arrivent, mais qui s'annonçaient par un bruit. Et il y avait beaucoup de soldats qui étaient morts parce qu'ils n'ont pas écouté. C'était tout à fait, cette guerre était par l'écoute. Par exemple, il y avait des grands microphones. Par ces microphones, on a espionné l'ennemi parce qu'il n'existait pas des drones, il n'existait pas très peu d'avions. C'était voilà, encore dans le développement. Et on trouve des appareils complètement, aujourd'hui presque ridicules. Mais on a écouté. On a écouté ce que l'ennemi fait. Et par cette recherche, avec le géologue et historien Daniel Hubé, nous avons trouvé un enregistrement d'un sonagramme. Un sonagramme, c'est un microphone. Non, c'est un microphone. Et il s'agit d'un enregistrement du 11 novembre 1918, juste avant 11 h, juste avant armistice. Et voilà, juste après. Les 2 minutes avant et les 2 minutes après. Et ce qu'on voit là, pour moi, c'est une des grandes perversités de la guerre. On voit tout d'abord le bruit de guerre normal, 2 minutes avant. Et tout le monde savait que dans 2 minutes, la guerre va être terminée. Mais en même temps, on voit encore des échanges là, des échanges de grenades et fusils. Hein? Et 1 minute avant, il se passe quelque chose qui est inimaginable. Tout le monde, c'était les Américains, les Allemands, les Anglais, les Français, ont tiré comme des fous contre l'ennemi. 1 minute avant, on voit sur cet enregistrement du sonagramme, on voit le plus grand chaos qu'on peut imaginer. Et je ne veux pas savoir combien de soldats étaient morts à la dernière minute de cette grande guerre, en sachant que dans 1 minute, la paix arrive. Ça, c'est pour moi, c'était tellement touchant que, avec des amis, des collègues dans l'orchestre, et Thierry Leu, et avec Daniel Hubé, on a réfléchi ce qu'on peut faire. On va faire une improvisation d'orchestre, sur ce moment-là. Ça va être le début de notre concert pour transformer cette, je dis perversité, un petit peu, au son, parce que la Grande Guerre était une guerre du son. Musik pour Grauen,
le titre. Et bien sûr, moi j'ai dit, je suis musicien, je cherche toujours le lien musical. On connaît, tout le monde connaît la chanson de Crown. La chanson de Crown a plusieurs versions. Une version après la bataille de Verdun, après une version de la bataille de Notre-Dame de Lorette. Il y a plusieurs versions vers la fin de la guerre. Pour moi, juste un symbole de la désespoir et de la souffrance des soldats simples qui ont souffert tellement qu'ils ne pouvaient plus. Pour moi, c'est un symbole humain contre la guerre. Et voilà, on a trouvé ces titres-là. Je pense, on ne parle pas que de Crown, on parle de tous les yeux, de tous les lieux qui étaient concernés, et on peut dire c'était presque, voilà, c'était énormément des batailles et des morts et des conflits agressifs, voilà. Et la première partie est dédiée à cette grande guerre directement. On a choisi des compositeurs qui étaient tués pendant la guerre, par exemple le jeune George Butterworth. C'est un jeune compositeur anglais qui était plein d'espoir. Il était très enthousiaste. Juste avant la guerre, il a écrit une œuvre, un idylle de 5 minutes, tellement beau, tellement de jeune. Il était tué en 1916. Pâques, comme ça. Bien sûr, Albéric Magnard, le grand compositeur français, qui était tué en 1914, au début de la guerre, en défendant sa maison. Juste, il a dit stop, non, je n'entrez pas, et il était tué. Chant funèbre. Chant funèbre, c'est une œuvre orchestrale qui était composée avant, à la fin du 19e siècle, juste après la mort de son père. Mais quand même, le lien est clair. On a choisi d'autres compositeurs. Par exemple, Jacques Ibert, qui a composé une œuvre pour piano sur le champ de bataille. On a choisi un petit extrait à 4 mains au piano de Paul Hindemith, qui était en Allemagne, qui n'a eu pas de rapport à la guerre. Il a composé des valses tellement belles, tellement heureuses et tellement presque infantiles qu'on ne peut pas imaginer que c'était pendant la guerre. Et pour moi aussi, ça fait partie de la réalité de la Grande Guerre, parce que les réalités étaient très différentes. Et là, on a invité plusieurs grands élèves du conservatoire qui vont participer au concert. Et en même temps, pendant la musique pour piano, on montre des témoignages en photo. En photo, qui sont plutôt des photos personnelles, sélectionnées par Daniel Hubé. On ne veut pas parler des nations, on ne veut pas parler des combats. Ce qu'on veut, comme le compositeur fait un témoignage personnel, on a aussi choisi des photos personnelles. Très intéressant peut-être pour quelques-uns, aussi des photos d'Orléans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre ici à Orléans? Pendant l'entracte, on va montrer un film. Pris d'une montgolfière. Oui, le survol sur les champs de bataille et les ruines. Le film dure 12 minutes, comme ça, on a fait un petit extrait, et pendant le film, on va encore une fois faire une citation de Albéric Magnard. On va jouer, Jean-Renaud Lotte et moi-même, nous allons jouer exactement le 3e mouvement de sa sonate funèbre. Le film ne montre pas beaucoup, mais je l'ai vu en entier, et ça dure 20 minutes quelque chose. On voit que des ruines, on voit que de la terre
morte, on peut dire. Et ça montre, c'est tellement fort ce film que j'étais obligé de le montrer. On va faire pendant l'entracte, c'est pas obligatoire pour notre public, on peut sortir, on peut venir. Le film n'est pas là pour suivre un contenu, pas du tout. Mais ça donne quelque chose. Et ensemble, avec la musique, sonate de Albéric Magnard, funèbre, troisième mouvement, je pense, j'espère, on va trouver un vrai lien fort. Deuxième partie, la grande symphonie de César Franck. Voilà. Aussi un rapport à la guerre, mais l'autre guerre, la guerre franco-allemande, 1870. Parce que César Franck était, comme wagnérien, proche de l'écriture de Wagner, et était très contesté. Parce que on voulait, après la guerre, on ne voulait plus cette écriture ici en France. Lui, il a eu cette obligation à l'intérieur de suivre sa voix intérieure, et sa voix intérieure était pas nation allemande, pas nation française, pas c'était plutôt l'expression était importante. Et là, il a trouvé, je pense, un mi-chemin entre plusieurs compositeurs, plusieurs influences, mais il voulait pas être dans une école enfermée. Je pense aussi, là, on a une personnalité qui devrait, qui dirait tout de suite, je suis contre la guerre. Je suis pour la composition, pour le développement à l'intérieur, le développement personnel de l'individu. Aujourd'hui, on a un jour très important. La première fois qu'on commence à répéter maintenant les photos avec les pianistes, avec la lumière. C'est, comme tu as dit, Jean-Dominique, c'est une construction compliquée. On ne l'a jamais fait. Nous, ici. Et j'espère ça va se bien passer. Je ne sais pas encore, mais ce qui me tient beaucoup, c'est l'obligation, je dis encore une fois, de penser à toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour, et à la fin qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu la vie, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu l'espoir, et ils ont tout perdu. Et c'est une obligation pour moi de penser à eux.